C'était l'anniversaire de ma fille, et je suis arrivée tôt chez elle avec son gâteau préféré. J'ai frappé à la porte en souriant, espérant voir son visage s'illuminer comme lorsqu'elle était enfant. Mais quand elle a ouvert, son expression exprimait une profonde irritation, comme s'il ne voulait pas me voir. «Oh, c'est toi?» Il murmura sans même me regarder dans les yeux. Mais avant de continuer, vérifiez si vous avez déjà... Êtes-vous abonné à la chaîne? Dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires touchent. Je me souviens de l'odeur du gâteau aux amandes et à la ganache au chocolat que j'ai apporté chez ma fille Elena cet après-midi-là. C'était son... C'était mon 43e anniversaire et j'avais économisé 3 mois de ma retraite pour l'acheter. Une petite œuvre d'art de pâtisserie française qu'elle aimait tant. 2200 pesos que je n'avais pas, mais que j'ai dépensé avec plaisir pour la voir sourire. Le taxi. Il m'a déposé devant la maison qu'il avait contribué à financer 5 ans plus tôt. Une demeure de 3 étages, située dans le meilleur quartier de Puerto Vallarta, avec vue sur l'océan et piscine à débordement. 800 000 pesos de mes économies pour, à compte, l'argent qu'il avait économisé sou par sou pendant 45 ans. Professeur d'université, faisant des heures supplémentaires et donnant des cours particuliers le week-end. J'ai ajusté ma robe turquoise, elle aussi neuve pour l'occasion, et j'ai sonné à la porte, en équilibre sur un gâteau. D'une main, tenant dans l'autre un petit paquet en argent contenant un collier des perles ayant appartenu à ma mère. 3 générations de femmes fortes. Je me suis dit, quel merveilleux héritage à transmettre. La porte s'ouvrit, mais le visage de... Elena ne s'est pas illuminé comme je l'espérais. Son regard a à peine croisé le mien. Avant de reprendre le téléphone portable que j'avais en main. «Ah, c'est toi?» «C'est...» Il murmura en s'écartant pour la laisser passer. Pas un baiser, pas une étreinte, comme si j'étais un simple livreur. «Joyeux anniversaire, ma chère», dis-je, en essayant de garder mon calme. L'enthousiasme emplissait ma voix. «J'ai apporté ton gâteau préféré et un petit cadeau spécial.» Elena. Elle soupira profondément, comme si ma présence était un désagrément qu'elle était contrainte de supporter. Mettons les choses sur la table. La cuisine. Je dois terminer cet appel. Je me suis dirigée seule vers la cuisine en marbre. Italien, un autre cadeau de ma part lors de la rénovation de la maison, et j'y ai déposé le gâteau, délicatement sur le comptoir. Par la fenêtre, j'ai vu les jumeaux. Mes petits-enfants de 11 ans jouent dans la piscine avec le moniteur de natation. Ils ne m'ont même pas remarqué. Je suis restée là, à écouter l'écho de la maison vide, l'impression d'être un étranger envahissant un espace où je n'étais manifestement pas le bienvenu. Un quart d'heure plus tard, Elena entra dans la cuisine. Elle était resplendissante comme toujours. Cheveux parfaitement teints, maquillage impeccable, ongles manucurés. Tout cela payé par la clinique esthétique que j'avais financée pour lui il y a 8 ans. 350 000 pesos pour qu'elle puisse réaliser son rêve de devenir entrepreneuse. Un prêt, qui j'avais contracté un prêt en utilisant mon appartement comme garantie, et je n'ai jamais été remboursée. Puis, dit-il en ouvrant le réfrigérateur et en sortant une bouteille d'eau gazeuse. Tu es juste venu déposer le gâteau? Ou tu restes dîner aussi? La froideur de sa voix m'a transpercée comme une lame. Couteau. J'ai avalé ma salive, essayant de contenir ma déception. Je me disais qu'on pourrait peut-être passer un peu de temps ensemble pour ton anniversaire. Ça fait presque 2 mois qu'on ne s'est pas vus. Il répondit en consultant à nouveau son téléphone. En fait, j'ai prévu de plus tard. Marcelo va m'emmener dîner à la Marea, juste nous deux. Marcelo, son troisième mari, un homme qui vivait d'investissements non spécifiés et qui, curieusement, il avait toujours besoin de mon aide financière pour ses projets. Une urgence. La dernière remontait à seulement 3 semaines,
60 000 pesos pour une prétendue urgence. Une entreprise d'import-export qui ne pouvait pas attendre. De l'argent que j'avais puisé dans mes économies pour des soins médicaux. Je comprends, ai-je répondu en essayant de dissimuler la douleur dans ma voix. Peut-être pouvons-nous déjeuner demain alors. Elena leva les yeux au ciel et finit par me regarder droit dans les yeux. Son visage était tendu, comme si elle retenait quelque chose qu'elle voulait dire depuis longtemps. Maman, il faut qu'on parle, dit-il en désignant les tabourets hauts autour de l'îlot de cuisine. Assieds-toi. J'ai obéi, sentant un nœud se former dans mon estomac. Je connaissais ce ton. C'était le même, que j'utilisais enfant avant de dire quelque chose de délibérément cruel pour tester mes limites. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, commença-t-il, en faisant lentement tourner le verre. De l'eau entre mes doigts. À propos de mon anniversaire, de la vie, de ce qui me rendrait vraiment heureuse. J'ai hoché la tête. J'essaie de paraître encourageante. Bien sûr, ma chérie. Dis-moi ce que tu veux. J'aime. Je peux peut-être vous aider d'une manière ou d'une autre. Elena posa le verre sur la table avec un « il y eut un bruit sourd » et il me regarda droit dans les yeux. Ce que je vis me glaça jusqu'à la moelle, des os. Ce n'était pas de l'amour, pas même une simple irritation, c'était du mépris pur et simple. La seule chose que je voudrais vraiment recevoir comme cadeau d'anniversaire, dit-elle lentement, en articulant chaque mot, avec une cruauté délibérée. Je veux juste que tu disparaisses de ma vie. Je préférerais que tu sois mort. Le monde s'arrêta. L'air était... J'ai eu l'impression d'être aspiré hors de la pièce. J'ai essayé de parler, mais ma gorge s'est serrée. C'était comme si quelqu'un m'avait aspiré. J'ai reçu un coup de poing en plein torse. Quoi? C'est tout ce que j'ai pu murmurer. Vous avez écouté, poursuivit-il, d'un ton désormais froid et calculé. J'en ai marre de toi, maman. Marre de tes appels incessants, de tes visites. C'est inattendu, vu la façon dont tu t'immisces toujours dans ma vie avec tes conseils. Dépassé. Et ton insupportable besoin d'affection. Mes mains se mirent à trembler. Incontrôlable. 74 ans de vie. 43 ans en tant que mère. Et je n'aurais jamais imaginé entendre de tels mots sortir de ma bouche. Fille unique. Elena, ai-je réussi à dire entre deux sanglots. Elle commençait à se former. Je suis ta mère. Je t'ai tout donné. J'ai tout sacrifié pour toi. Exactement, s'exclama-t-elle en se levant de son tabouret. C'est pour ça que vous m'étouffez. Je ne peux plus respirer avec ta présence constante. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin de vivre ma vie sans toi. Il faut gérer tes attentes et tes drames émotionnels. J'ai regardé le gâteau d'anniversaire, les bougies, encore dans sa boîte, en attente d'être allumé. Tout ce que j'avais imaginé pour ça. Les jours, les câlins, les rires, les souvenirs partagés, se sont évanouis comme de la fumée. Mais Elena, j'ai essayé une dernière fois. Je veux juste être près de toi, faire partie de toi, ta vie. Tu es tout ce que j'ai. Et c'est précisément le problème, a-t-elle répondu, croisé les bras. Le fait que je sois tout ce que tu as. Corrige-toi. Laissez-moi tranquille, ma vie. Je me suis levée du tabouret, les jambes tremblantes, craignant de tomber. J'ai pris le sac et le petit paquet contenant le collier de perles. Le gâteau resterait. Les jumeaux apprécieraient peut-être, même si leur mère ne le pouvait pas. Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça. Ça, ai-je murmuré, après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que tu as fait, a-t-elle dit. Elle a ri sarcastiquement. Maman, tout ce que tu as fait, c'était pour ton propre bien, pour te sentir bien. C'est nécessaire pour avoir le contrôle de ma vie, mais je ne suis plus un enfant et je ne te connais plus. J'ai besoin de suffoquer.
Je me suis dirigée vers la porte. Chaque pas me coûtait des années de ma vie. Sur le seuil, je me suis retournée une dernière fois, espérant apercevoir un peu de regret dans ses yeux, une trace de cette petite fille, cette petite chose que j'avais élevée avec tant d'amour. Mais je n'y voyais que de l'impatience, pour que je parte et qu'elle puisse continuer sa vie libérée du fardeau que je représentais apparemment. Joyeux anniversaire, Helena, ai-je murmuré avant de partir, refermant doucement la porte derrière moi. Ce que ma fille ignorait en me regardant partir cet après-midi ensoleillé, c'est qu'elle avait réveillé en moi quelque chose qui était resté en sommeil pendant des décennies. Une flamme qui n'était pas celle de l'autodestruction, mais celle de la renaissance. Le taxi m'a déposé devant mon petit appartement du centre-ville, un modeste 2 pièces qui je l'avais acheté avec l'argent de la vente de la maison familiale après le décès de mon mari, il y a 20 ans. Je suis entrée. Chancelante, j'ai laissé tomber mon sac par terre et me suis effondrée sur le canapé usé. Le même canapé où il avait bercé Helena bébé, où il lui avait lu des histoires tous les soirs, où il avait... J'essuyais mes larmes après chaque déception. Ces paroles résonnaient encore dans ma tête. Mon esprit était comme un refrain cruel. Je souhaitais que tu sois mort. Ma propre fille avait souhaité ma mort. Comme cadeau d'anniversaire. La douleur était physique, un poids écrasant. J'avais une douleur à la poitrine qui m'empêchait de respirer. J'ai passé la nuit blanche à me souvenir de chaque détail, chaque instant, chaque sacrifice, chaque centime que j'avais investi en elle pendant 40 ans, depuis qu'Elena avait 5 ans et qu'on lui a diagnostiqué une asthme. Gravement malade, j'ai dû faire des heures supplémentaires à l'université pour payer les traitements spécialisés non couverts par l'assurance. Cela a coûté 18 000 pesos en consultation et médicaments. L'argent que j'ai obtenu en vendant les bijoux de le mariage que mon mari m'avait donné. À 16 ans, quand il a voulu faire un jet hypothéqué ce même appartement pour payer les 250 000 pesos nécessaires au programme, après mon échange aux États-Unis. Merci, maman, m'avait-elle dit à ce moment-là, en me serrant fort dans ses bras à l'aéroport. Tu es tout simplement la meilleure. Mère du monde. Des mots qui semblaient désormais appartenir à une autre vie, une autre personne. À l'université, Elena a décidé de changer 3 fois de spécialisation, passant du droit à d'autres domaines. J'ai étudié l'architecture, puis l'administration, et j'ai payé chaque semestre sans me plaindre une seule fois. Au total, cela représentait près de 480 000 pesos. L'argent que j'ai gagné en donnant des cours supplémentaires. Les week-ends et les jours fériés, elle sacrifiait toute vie personnelle qu'elle aurait pu avoir. Lorsqu'elle s'est mariée, son premier mari, une cérémonie extravagante pour 300 invités dans le meilleur hôtel de la ville. C'est moi qui elle a dépensé 420 000 pesos pour tout. La robe de créateur, les fleurs, des produits importés, l'orchestre, le banquet gastronomique. C'est le plus beau jour de ma vie. Maman, avait-elle dit, rayonnante dans sa robe de princesse. Et tout cela, c'est grâce à toi. Le divorce survient 2 ans plus tard, suivi d'un second mariage encore plus coûteux, qui s'est également terminé en moins de 3 ans. Et puis, Marcelo, son mari actuel, la maison à 3 étages, la clinique esthétique, la voiture de luxe que j'ai aidé à... Pour financer la panne de l'ancienne école, 220 000 pesos. École privée, cours bilingue pour les jumeaux, 48 000 pesos par trimestre. Dès l'aube, j'ai commencé à faire les calculs. J'ai retrouvé une vieille boîte où je conservais tous les reçus, tous les bordereaux de virement, tous les contrats qu'il avait signés au fil des ans, non par méfiance, mais à des fins organisationnelles. Une vieille professeure de mathématiques ne perd jamais ses habitudes. Assise à la table de la cuisine, j'avais une tasse de thé glacé que je n'avais pas envie de boire. Alors j'ai commencé à lister chaque valeur, chaque date, chaque raison. Le total m'a laissé perplexe, étonnée
plus de 4 800 000 pesos en 43 ans, près de 5 millions. Des pesos que j'avais consacrés au bonheur de ma fille. Et tout ça pour entendre que son plus grand souhait était mon la mort. Quelque chose d'étrange s'est produit pendant que je regardais ces chiffres. La douleur aiguë qui, ce que j'avais ressenti toute la nuit, commença à se transformer en quelque chose de différent. Non pas la rage, bien qu'il y ait eu aussi de la rage, mais une clarté cristalline qui jamais avait déjà vécu une telle expérience. La profonde prise de conscience qu'elle avait été manipulée pendant des décennies par quelqu'un qui... Je voyais mon amour comme un outil et non comme un lien sacré. Si j'avais investi, j'aurais eu ces presque 5 millions de pesos entre les mains si j'avais voyagé et étudié. De plus, j'ai acheté une meilleure maison, j'ai pris soin de ma santé et j'ai préparé ma retraite. Confortable. Où serais-je maintenant? Certainement pas à ce petit appartement, à compter les centimes de ma pension qui s'amenuisent, à reporter mes traitements médicaux pour pouvoir continuer à aider une fille qui voulait ma mort. À 6 heures du matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je l'avais déjà fait. J'ai pris mon téléphone et j'ai bloqué le numéro d'Elena. Ensuite, j'ai bloqué le numéro de Marcelo. Vous trouverez ci-dessous tous les numéros associés à sa famille, de sa part. C'était un petit geste, mais symboliquement puissant. Mon premier acte de l'instinct de survie en 4 décennies. J'ai pris un long bain, j'ai mis mes plus beaux vêtements. Des vêtements, un costume, pantalon et blazer, qu'il portait rarement pour économiser de l'argent. Et je suis partie de chez moi avec un objectif précis, sans ma fille, pour la première fois depuis des années. Premier arrêt, la banque. La même banque où Elena et moi avions un compte d'urgence commun, en je déposais régulièrement de petites sommes sur son compte pour faire face à tout imprévu qui pourrait survenir dans sa vie. Un compte qui, à cette époque, présentait un solde de 180 000 pesos. Bonjour, Madame Carmen. J'ai été accueillie par le directeur, Monsieur Ortega, qui me connaissait depuis des années. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je souhaite clôturer le compte joint. Numéro 4. Neila. 526 789 IRI 1. J'ai répondu, avec un calme qui m'a moi-même surpris. Êtes-vous sûr? Ce compte a un solde. Considérable, a-t-il averti en consultant son ordinateur. Absolument sécurisé. J'ai confirmé en signant fermement les formulaires. Je veux transférer tout cela. Veuillez virer l'argent sur mon compte personnel. Voyez ces 180 000 pesos. Retournez-les sur mon compte. Personnellement, cela m'a procuré une étrange sensation de puissance. Une puissance que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. C'était tout simplement... C'est parti. Prochaine étape. Le bureau de financement immobilier. Quand Elena et Marcelo ont acheté la villa en bord de mer, non seulement j'ai versé la compte, mais j'ai aussi signé en tant que garantie du financement. Cela signifiait que s'ils ne pouvaient pas payer, la responsabilité incomberait à moi. Mais cela signifiait aussi que j'avais des droits sur cette propriété. Doña Carmen, l'agent de crédit, Madame Ramirez, m'a accueilli avec un sourire. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je souhaite revoir les termes du contrat. J'ai expliqué l'accord de financement dans lequel je figure comme garant. J'ai besoin de comprendre. Elle m'a expliqué précisément quels étaient mes droits et mes obligations. Pendant qu'elle cherchait les documents, je me suis souvenu du jour où j'ai signé ces papiers. Elena avait pleuré d'émotion. Merci, maman. Tu es notre ange gardien. Je t'aime tellement, avais-je dit. Il m'a serré fort dans ses bras. Marcelo avait également exprimé sa gratitude avec effusion. Il leur a assuré qu'il ne serait jamais en retard de paiement. Voici tous les documents, a-t-il dit. Madame Ramirez a placé un épais dossier devant moi. En tant que garant, vous êtes responsable de... Vous pouvez également réclamer les paiements si les titulaires principaux du compte ne peuvent pas les effectuer.
Mais vous avez aussi le droit de réclamer. Vous pouvez saisir le bien si vous pensez que les débiteurs ne seront pas en mesure de respecter leurs obligations. Exactement. J'ai répondu après avoir examiné attentivement chaque page. Quelles seraient les prochaines étapes si je décidais d'exercer mes droits de garant? Devriez-vous prouver que existe-t-il un risque de défaut de paiement ou y a-t-il déjà eu des retards importants? Il a expliqué ce que Madame Ramirez n'a pas fait. Je le savais. Et ce qu'Elena m'avait inconsciemment révélé la semaine précédente était que Marcelo avait récemment perdu une somme importante dans un investissement raté et qu'ils avaient lui retardé le dernier versement hypothécaire. Une information qu'elle a partagée avec désinvolture, espérant probablement que j'ai proposé mon aide comme toujours. Parfait, ai-je murmuré en rassemblant des copies de tous les documents importants. Et si je voulais entamer cette procédure? Madame Ramirez me regarda avec curiosité, mais resta professionnelle. Puis-je programmer une réunion avec notre service juridique? Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. En quittant le bureau, j'ai ressenti une étrange légèreté, comme si je flottais au-dessus des trottoirs brûlants. La ville. Pendant 43 ans, il avait vécu pour Elena. J'avais sacrifié mes propres rêves, mon argent, mon temps, ma santé, tout, pour lui offrir la vie qu'elle avait toujours désirée. Et le résultat? Elle a souhaité ma mort comme cadeau d'anniversaire. Mon prochain arrêt fut un endroit où je ne voulais pas. Je fréquentais l'agence de voyage. Horizonte Nuevo depuis des années, une agence spécialisée dans de nouveaux départs pour les personnes âgées. J'avais conservé une brochure de leur part pendant des années, rêvant secrètement des possibilités qui me semblaient toujours hors de portée. Bonjour, me salua une jeune femme. Une conseillère nommée Lucia. Comment puis-je l'aider? J'ai vu son émission sur les retraités à la télévision. Étranger, ai-je répondu, confortablement installé sur la chaise devant son bureau. Je souhaiterais obtenir des informations complètes sur la manière dont une femme de 74 ans peut commencer une nouvelle vie en Espagne. Les jours suivants furent une véritable montagne russe émotionnelle, entre préparatifs et émotions fortes, des secrets. Chaque matin, je me réveillais avec un mélange de douleur, de détermination et de quelque chose que j'ignorais. Je le sentais depuis longtemps. L'espoir. C'était comme si je m'étais réveillée d'un sommeil profond. Une longue épreuve où je ne vivais que pour satisfaire les caprices de ma fille. Et maintenant, enfin, je vivais pour moi aussi. Mardi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était Elena. J'ai ignoré son appel. Elle m'a rappelé 5 fois, laissant un message à chaque fois. Il devenait de plus en plus irrité. Maman, il faut que je te parle. Maman, ça va? Pourquoi ne réponds-tu pas? Maman, les jumeaux ont... Il y a une présentation à l'école jeudi, et nous avons besoin que tu restes avec eux après. Maman, je commence à s'inquiéter. L'ironie ne m'a pas échappé. La même femme qui m'avait désiré. L'idée de recevoir la mort en cadeau d'anniversaire était désormais inquiétante, car je ne répondais pas. Il ne m'appelait pas parce que je lui manquais ou qu'il se souciait de mon bien-être, mais parce qu'il avait besoin de moi pour quelque chose. Pour mercredi, j'ai reçu la visite de ma voisine et amie de toujours, Dolores, une femme de 70 ans qui avait été témoin en silence de tous mes sacrifices pour Elena. Au fil des décennies, Carmen, dit-elle, assise dans mon salon avec une tasse de café. Avez-vous changé? Est-ce que c'est arrivé? Quelque chose? Je lui ai tout raconté. Chaque mot douloureux prononcé lors de l'anniversaire d'Elena, chaque Dolores écoutait en silence, ses yeux se remplissant peu à peu de détails sur les plans qu'il élaborait. Des larmes. Mon Dieu, Carmen, murmura-t-elle quand j'eus terminé. Je n'arrive pas à croire, Elena. Que tu puisses dire une chose aussi cruelle
après tout ce que tu as fait pour elle. Le plus. Ce qui est pénible, c'est qu'elle l'a dit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, ai-je expliqué. Comme si je n'étais qu'un fardeau dans sa vie dont il fallait se débarrasser. Et tu vas vraiment en Espagne? Oui, ai-je répondu, fermement. J'ai déjà acheté le billet. Je pars la semaine prochaine. Dolores me tenait fermement. Fais-le avec douceur. Tu sais que tu as tout mon soutien, n'est-ce pas? Ce qu'Elena a fait est impardonnable. Y a-t-il autre chose? Demandai-je à voix basse. J'aurais besoin de votre aide pour quelque chose de très spécial. Je lui expliquai tout mon plan. Je voulais qu'Elena croie que j'étais mort, au moins pour un temps. Dolores serait ma complice, celle qui... Je trouverais mon appartement vide et la lettre d'adieu que j'aurais laissée derrière moi. Elle est brillante, murmura Dolores avec un sourire entendu. Cette ingrate va enfin... pour comprendre ce que signifie te perdre. Veux-tu m'aider? Bien sûr. En fait, je pense que c'est exactement ce dont Elena a besoin pour réagir. Cette nuit-là, j'ai travaillé avec le plus grand soin sur la lettre la plus importante de ma vie, celle qui allait tout changer à jamais. J'ai écrit et j'ai réécrit chaque mot, m'assurant qu'il transmettait exactement ce que je voulais dire. Ma chère Elena, ai-je commencé, tu m'as demandé, pour mon anniversaire, de disparaître de ta vie, et j'ai décidé, exauce mon vœu. Au moment où tu liras cette lettre, je serai déjà loin d'ici, en train de commencer une vie que j'aurais dû vivre il y a des décennies, au lieu de tout sacrifier pour toi. J'ai continué à écrire pendant des heures, consignant chaque centime dépensé pour elle, chaque sacrifice consenti. J'avais raté toutes les occasions que j'avais manquées, en étant toujours disponible pour répondre à leurs besoins. Mais ce n'était pas une lettre amère, elle était instructive. Il voulait qu'elle comprenne parfaitement ce que j'avais perdu. Vous trouverez ci-joint tous les documents légaux que j'ai signés. Semaine. J'ai continué. Le changement de testament, l'annulation de votre plan, l'assurance maladie complémentaire que j'ai payée, la notification selon laquelle, en tant que garant de votre prêt hypothécaire, j'ai décidé d'exercer mon droit de préemption, droit découlant de votre récente instabilité financière et de la cessation de tous les avantages que vous receviez de ma part. C'était une lettre de 18 pages qui détaillait méticuleusement tout ce qui allait changer dans sa vie maintenant que j'étais là. Elle a disparu exactement comme elle le souhaitait. Ta vie sera bien plus facile sans moi. J'en ai conclu, mais ce sera aussi beaucoup plus cher. J'espère que ça en vaudra la peine. Jeudi, alors que je rangeais mes affaires les plus importantes dans 2 valises, j'ai reçu un autre appel d'Elena. Je n'ai pas répondu une fois de plus. Il m'a rappelé 4 fois, laissant à chaque fois des messages de plus en plus longs, désespérés. Dans la dernière, sa voix semblait vraiment... Je suis désespérée. Maman, appelle-moi, s'il te plaît. Il s'est passé quelque chose. J'ai besoin de ton aide. La banque. Il nous a convoqués pour une réunion d'urgence demain concernant le prêt hypothécaire. Veuillez me rappeler dès que vous aurez des nouvelles. Voilà, c'était tout. La banque l'avait déjà contacté au sujet de mon message. Demande de révision du contrat. La réalité commençait à se faire sentir. Vendredi, Marcelo s'est présenté à ma porte. Il semblait épuisé et désespéré, avec des cernes profonds sous les yeux et une barbe non rasée, une image bien différente de l'homme toujours élégant et sûr de lui que je connaissais. Carmen, dit-elle d'une voix suppliante, Elena m'a raconté ce qui s'est passé entre vous deux. Deuxièmement, je sais que ce que vous avez dit était terrible, voire impardonnable, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Ne faites pas ça à notre famille. Faire quoi? Ai-je demandé, feignant l'innocence,
La banque nous a informé que vous entamez une procédure de saisie immobilière en raison de défauts de paiement hypothécaire. Veuillez, Carmen. Ce n'était qu'un mois. J'ai eu quelques problèmes avec des investissements, mais je vais tout arranger, promis. C'était fascinant. Quand Elena a voulu me débarrasser de moi, j'étais une nuisance. Mais quand ils ont réalisé que j'avais le contrôle, les institutions financières qui maintenaient leur train de vie luxueux, soudain, j'étais. Encore une fois, c'est important. Marcelo, dis-je calmement, ta femme était. Elle a été très claire avec moi. Ma présence dans sa vie est un fardeau qu'elle ne souhaite plus porter. Je ne fais que respecter son choix. Elle le souhaitait. Mais Carmen, sais-tu comment Elena est quand elle est en colère? Elle ne le pensait pas. Non, il le pensait vraiment, car il paraissait tout à fait convaincant lorsqu'il a souhaité ma mort comme cadeau d'anniversaire. Marcelo baissa la tête. Il savait qu'il n'avait aucun argument pour défendre l'indéfendable. S'il vous plaît, a-t-il insisté, donnez-moi une chance de réparer cela. Je vais parler à Elena. Je vais lui faire comprendre à quel point elle a tort. C'est trop tard, ai-je répondu en refermant lentement la porte. Embrasse-les, mes petits-enfants pour moi. Samedi était mon dernier jour dans cette ville où j'y ai passé toute ma vie. J'ai parcouru les lieux qui avaient été comptés pour moi, l'université, où j'ai enseigné pendant 38 ans, le parc où j'emmenais Elena enfant, l'église où j'ai épousé son père. C'était mon adieu silencieux à une vie que j'avais vécue entièrement pour le et ainsi de suite. Le dimanche allait commencer une vie que je vivrais enfin pour moi-même. Dimanche matin, Dolores a frappé à ma porte comme convenu. Elle est arrivée avec un café frais et un sourire complice qui m'ont donné de l'énergie. Prête pour le grand jour? S'échapper? Demanda-t-elle en me faisant un clin d'œil. Plus que prête, répondis-je, en portant des valises devant la porte. Auriez-vous le double des clés de mon appartement? Les voici, dit-elle en lui montrant le trousseau de clés qu'il lui avait donné la veille. Et j'ai aussi la lettre. Pour Elena et tous les documents que tu vas laisser. Nous avions tout planifié dans les moindres détails. Dolores attendrait jusqu'à mardi pour se rendre à l'appartement d'Elena et lui remettre les documents en prétendant mon appartement a été retrouvé vide et il était inquiet de ma disparition. Tu te souviens? Je lui ai dit pendant qu'on attendait le taxi. Il faut que tu aies l'air vraiment inquiet. Dis-lui non. J'ai répondu au téléphone pendant 2 jours, il a frappé à ma porte et je n'ai pas répondu. Et quand il a utilisé les clés d'urgence, elle a trouvé l'appartement vide et la lettre. Ne t'inquiète pas, Carmen. Je suis partie. J'enseigne le théâtre amateur depuis 20 ans. Ce sera la représentation de ma vie. Dolores l'assura avec un sourire malicieux. Le taxi arrive ponctuellement à 6 heures du matin, demain. Pendant que le chauffeur chargeait mes valises, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mes appartements. J'y ai vécu pendant 15 ans, mais bizarrement, je ne le ressentais pas. Nostalgie. C'était comme si je me libérais enfin d'une prison que j'avais moi-même construite. Pour l'aéroport? Demanda le chauffeur de taxi. Pour l'aéroport, confirmai-je, et je me sens comme. Ces 2 mots allaient marquer le début de ma nouvelle existence. Le voyage en avion jusqu'à Barcelone fut long, mais ne vous inquiétez pas. Pour la première fois depuis des décennies, personne ne savait où j'étais. Personne ne pouvait m'appeler pour demander des services, de l'argent ou du temps. C'était un sentiment de liberté enivrant. Je n'avais pas ressenti cela depuis avant de devenir mère. Pendant les presque 12 heures de vol, j'ai écrit dans mon journal tout ce qui s'était passé la semaine dernière, chaque détail, chaque émotion, chaque une décision qui m'avait conduit à cet instant suspendu dans le ciel entre mon passé de sacrifice et mon avenir. Découverte de soi. C'est la première fois en 43 ans. J'ai écrit que je fais quelque chose entièrement pour moi-même,
sans calculer comment cela sera bénéfique pour Elena. C'est à la fois terrifiant et libérateur. Je suis arrivée à Barcelone, lundi matin, heure locale. Un représentant de l'agence Viajes m'attendait à l'aéroport avec une pancarte à mon nom. C'était un jeune homme sympathique, nommé Miguel, qui parlait espagnol avec un fort accent catalan. Madame Carmen, elle m'a accueillie avec un sourire sincère. Bienvenue en Espagne. J'espère que vous allez bien. Prête pour une nouvelle aventure. Plus que prête, ai-je répondu, et pour la première fois depuis... Pendant des semaines, mon sourire était parfaitement sincère. Miguel m'a emmené dans un petit mais, un charmant appartement meublé dans le quartier gothique, que l'agence avait loué pour un mois, le temps que je prenne ma décision. Si je voulais y rester, définitivement. C'était un appartement au 3e étage d'un immeuble centenaire, avec des fenêtres donnant sur une place bordée d'arbres et des balcons fleuris sur les immeubles voisins. Vous trouverez ici toutes les informations concernant la ville, dit Miguel, en me tendant un épais dossier. Restaurants recommandés, activités culturelles, groupes sociaux pour expatriés, cours de catalan, contacts médicaux en cas de besoin qui en a besoin. J'ai également pris rendez-vous avec un conseiller financier mercredi pour l'aider avec les formalités administratives. S'il décide de rester définitivement, cet après-midi-là, après un court repos, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée me promener sans destination précise. Pas d'horaire fixe, pas d'engagement. Personne n'attend que je résolve ces problèmes. Des problèmes. J'ai parcouru les rues étroites et sinueuses du quartier gothique. J'étais émerveillée par l'architecture médiévale, les petits cafés au coin des rues, les boutiques d'artisanat. Je me suis assise sur une place et j'ai commandé un café au lait et une portion de churros. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, observant les pigeons, touristes, locaux. Un sentiment étrange commençait à se répandre dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la culpabilité, c'était la paix. En rentrant à l'appartement en fin d'après-midi, j'ai calculé mentalement combien d'argent j'avais dépensé pour Elena au cours des 5 dernières années seulement. Entre l'acompte sur la maison et les mensualités de la clinique esthétique, à la voiture, aux écoles des jumeaux, aux urgences. En tenant compte des constantes, cela avait été au moins 2,3 millions de pesos. De l'argent que je pouvais en utiliser pour voyager à travers le monde, pour vivre confortablement, pour jouer les rêves que j'avais remis à plus tard pendant des décennies. Au lieu de cela, j'ai tout donné à une fille qui, elle, considérait mon amour comme un fardeau et ma présence comme un obstacle. À 8 heures. Il faisait nuit, heure de Barcelone. J'ai calculé qu'il serait 14 heures à Puerto Vallarta. Dolores serait en train de se préparer. Aller à l'appartement d'Elena pour lui remettre la lettre qui allait tout changer. Assise sur le petit balcon de mon appartement temporaire, je buvais un verre de vin rouge espagnol et j'attendais. Je savais que dans quelques heures, mon téléphone se mettrait à sonner désespérément. Elena comprendrait enfin ce que signifiait vraiment me perdre. À minuit, mon téléphone s'est mis à vibrer sans cesse. C'était Elena. J'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'elle réponde. Cela s'arrêta. Immédiatement, cela sonna encore et encore. Le 5e. J'ai essayé de répondre. Maman, a-t-elle crié, la voix étranglée par les sanglots. Où es-tu? Dolores est arrivée à la maison avec une lettre de ta part. Elle a dit que tu avais disparu. Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? Quelle folie! Bonjour, Elena, ai-je répondu calmement, en observant les lumières de la vieille ville scintiller tandis qu'elle parlait. As-tu déjà lu la lettre? Oui. Je l'ai lue. Êtes-vous devenu fou? Comment avez-vous pu nous faire ça? Où êtes-vous? Je suis exactement là où je dois être, loin de toi, comme tu le souhaitais. Mais je ne le voulais pas. Je ne voulais pas vraiment que tu partes.
J'étais juste en colère, frustrée. Voilà, la tactique habituelle d'Elena, minimiser les dégâts qu'elle avait causés pour me faire culpabiliser d'avoir réagi à leur cruauté. N'est-ce pas ce que tu voulais dire quand tu m'as dit que ton plus grand désir était de mon anniversaire était censé être mon anniversaire? Ai-je demandé, parce que tu semblais plutôt convaincant. C'était juste moi. J'étais juste stressée. Marcelo a perdu de l'argent dans un investissement. Les enfants causent des problèmes à l'école. La clinique ne fonctionne pas bien. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Vous avez raison. Vous n'auriez pas dû. Mais c'est fait. Et les mots ne peuvent rien y changer. Ce sont peut-être des malheurs. Mais maman, s'il te plaît, reviens. On a besoin de toi. On a besoin de toi. J'en ai besoin. C'était intéressant. Maintenant, c'est lui qui avait besoin de moi. Maintenant qu'elle avait lu la lettre détaillant tous les avantages financiers qu'elle avait perdus, maintenant que elle savait qu'elle pouvait perdre sa maison, maintenant qu'elle comprenait qu'elle devrait payer sa propre assurance maladie complémentaire, et il me fallait trouver quelqu'un pour s'occuper des jumeaux quand je voulais sortir. Tu as besoin de moi ou de mon argent? Ai-je demandé. Il répondit directement. Un long silence suivit à l'autre bout du fil. J'ai besoin de toi, murmura-t-il. Finalement, sa voix ne semblait pas convaincante. Elena, pendant 43 ans, j'ai vécu pour toi. J'ai sacrifié mes rêves, mon argent, mon temps, mes opportunités, et quand finalement j'avais besoin de sentir que tu m'aimais et que tu l'apprécies, tu m'as dit que tu préférais qu'elle était morte. Ces mots m'ont brisé le cœur d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Je suis vraiment désolée, maman. Je suis vraiment désolée. Les excuses ne suffisent pas, Elena. Le mal est fait. Et tu sais quoi? Peut-être. C'était la meilleure chose que tu aurais pu me dire, car cela m'a enfin ouvert les yeux et m'a fait comprendre que j'avais vécu toute ma vie de la mauvaise façon. Que voulez-vous dire? Je veux dire que pour la première fois je vis pour moi-même depuis des décennies, et c'est merveilleux. Où es-tu, maman? Dis-le-moi, supplia Helena, la voix étranglée par l'émotion. Des larmes. Les jumeaux réclament leur grand-mère. Ils ne comprennent pas pourquoi. Tu as disparu. C'était fascinant de voir comment, maintenant que j'étais injoignable, mes petits-enfants, ils m'ont manqué. Toutes ces années, alors que j'annulais mes projets pour m'occuper d'eux, quand ils leur achetaient des cadeaux coûteux, quand ils les emmenaient au parc pendant qu'Elena faisait les courses. C'était tout à fait son genre. Il s'y attendait de ma part. Mais maintenant que j'étais partie, mon absence se faisait sentir. Les enfants vont-ils bien? Ai-je répondu, les yeux rivés sur les étoiles au-dessus de Barcelone. Ils sont résilients. Ce qu'ils apprendront, c'est que les actes ont des conséquences et que les paroles blessantes peuvent détruire des relations pour toujours. Mais maman, s'il te plaît, tu ne peux pas disparaître comme ça. Et si quelque chose, que va-t-il t'arriver? Et si tu tombes malade, comment le saurons-nous? Elle s'inquiétait maintenant pour ma santé. C'est pratique, Elena. Ces 3 dernières années, j'ai eu 2 épisodes d'hypertension. Ils m'ont emmenée à l'hôpital. Tu sais combien de fois tu es venu me voir? Pas une seule fois. Tu avais toujours autre chose à faire. Il est important de faire quelque chose. Ce n'est pas vrai, protesta-t-il faiblement. C'est exact. La première fois que je vous ai appelé aux urgences, vous avez dit non. Tu as pu venir parce que tu avais une fête chez un ami. La deuxième fois, c'était l'anniversaire de Marcelo, et elle fêtait ça. Le silence à l'autre bout du fil confirmait qu'elle s'en souvenait. Parfaitement à chaque fois. Je pensais que ce n'était pas grave, murmura-t-il. Bien sûr, parce que ma santé n'a jamais été votre priorité, mais mes chèques, si. C'était le cas. Ce n'est pas une question d'argent, cria Helena. C'est une question de toi.
Tu me manques, maman. Est-ce que je te manque? Ou est-ce que tu regrettes de ne plus avoir quelqu'un disponible 24 heures sur 24 pour résoudre tes problèmes? J'ai raccroché sans attendre de réponse. Le téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois, je l'ai complètement réduite au silence. J'avais besoin de calme pour profiter de ma première nuit de liberté dans un nouveau pays. Les jours suivants furent une découverte constante, non seulement de Barcelone, mais aussi de moi-même, des aspects de ma personnalité, de mes intérêts et de mes désirs qui étaient restés en sommeil pendant des décennies. J'ai vécu pour Elena. Maintenant, ils se réveillent un par un, comme, après une longue sécheresse, les fleurs ont éclos. J'ai découvert mon amour pour l'architecture gothique et je pouvais passer des heures à l'admirer. En admirant les détails de la cathédrale de Barcelone, j'ai réalisé que j'avais un talent. Il trouvait les langues naturelles, et le catalan, avec ses similitudes avec l'espagnol, n'était pas aussi difficile qu'il l'imaginait. J'ai redécouvert ma passion pour les mathématiques, une discipline que j'avais enseignée pendant des années, mais que je n'avais pas pratiquée par plaisir depuis longtemps. Mercredi, j'ai eu ma réunion avec le conseiller financier espagnol. C'était un homme d'un certain âge, nommé Monsieur Ferrer, ce qui m'a permis de comprendre toutes les options qui s'offraient à moi pour obtenir un permis de séjour permanent en Espagne. Avec vos économies actuelles et votre pension mexicaine, expliqua-t-il, vous pouvez vivre. Je suis confortablement installé ici, depuis de nombreuses années. L'Espagne propose d'excellents programmes de santé pour les retraités étrangers et la qualité de vie à Barcelone est exceptionnelle. Pour la première fois depuis des années, j'ai parlé. J'étais transparente sur mes finances, sans me soucier de mettre de l'argent de côté pour les urgences d'Elena. C'était libérateur. Je calcule mes dépenses en fonction uniquement de mes propres besoins et désirs. Vous aussi pouvez investir une partie de vos économies ici en Espagne, a-t-il poursuivi. Monsieur Ferrer, les rendements sont stables et sûrs. Dans 5 ans, je pourrais augmenter considérablement votre patrimoine en investissant judicieusement. Augmenter mon patrimoine. Combien de fois ai-je eu cette occasion? Mais j'ai toujours préféré dépenser l'argent pour satisfaire les caprices de ma fille. Y a-t-il autre chose? Ah, que dois-je savoir? Ai-je demandé. Nous avons de nombreux clients dans des situations similaires à la vôtre, a ajouté le conseiller, avec un sourire compréhensif. Des personnes âgées venues en Espagne à la recherche de un nouveau départ après des relations familiales compliquées. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Cette information m'a profondément réconfortée. Je n'étais pas la seule mère à avoir été manipulée et rejetée par ses enfants, des ingrats. Il y avait toute une communauté de personnes qui avaient choisi leur propre bonheur dans un lieu où règnent des exigences toxiques de la part de leur famille. Vendredi, j'ai rejoint un groupe. C'était une promenade pour expatriés seniors. Ils étaient 12, tous âgés de 65 à 80 ans. Des années, tous en quête d'aventure et de nouvelles expériences. Au cours de la randonnée à travers les collines qui, aux alentours de Barcelone, j'ai entamé une conversation avec une femme nommée Luisa, une Italienne de 76 ans Elle était arrivée en Espagne 3 ans plus tôt. Qu'est-ce qui vous amène ici? Me demanda-t-elle. Nous avons admiré la vue panoramique sur la ville. Une fille m'a confié que son plus grand souhait d'anniversaire était pour moi. Je suis mort. J'ai répondu sans filtre. Je n'avais plus la force d'adoucir la réalité. Louisa me regarda avec de grands yeux, sérieusement, complètement. Après avoir financé leur maison, pratiquement élevé leurs enfants, et j'ai sacrifié ma retraite pour répondre à ses besoins. Elle m'a dit que ma présence dans sa vie était un fardeau insupportable. Mon Dieu, murmura Louisa. Et qu'avez-vous fait? Quoi? J'ai disparu de sa vie et d'ici. Oui. Louisa sourit avec admiration. Tu es très courageuse. Il m'a fallu 7 ans pour. J'ai décidé de prendre mes distances avec ma famille toxique.
Mon fils et ma belle-fille me traitaient comme un distributeur automatique de billets. Vendeur ambulant. Pendant le reste de la promenade, Louisa et moi avons partagé nos histoires. Elle était venue en Espagne, après s'être rendue compte que ses enfants adultes ne la constatent que lorsqu'ils avaient-ils besoin de quelque chose. De l'argent pour leurs vacances, leur nouvelle voiture ou leurs caprices. Lorsqu'elle a décidé de fixer des limites, elle a été accusée d'être une mère égoïste et ils ont menacé de l'empêcher de voir ses petits-enfants. Les premiers mois ont été difficiles, a confié Louisa. Nous descendions d'un sentier boisé. La culpabilité me rongeait. Je me suis dit que c'était peut-être vraiment égoïste, qu'une bonne mère devait toujours se sacrifier pour ses enfants. Et quoi? Votre point de vue a-t-il changé? J'ai réalisé que mes enfants ne se sont jamais demandé si j'étais heureuse, si j'avais assez d'argent pour mes propres besoins ou si mes sacrifices constants me faisaient du mal. Ils ne s'intéressent qu'à ce que je pouvais leur donner. Ce n'est pas de l'amour, Carmen, c'est exploitation. Ces mots ont profondément résonné en moi. Pendant des décennies, j'ai confondu manipulation émotionnelle et amour filial, exigence constante et besoin authentique. À la fin de la promenade, Louisa m'a invitée à un groupe de soutien qui se réunissait toutes les 2 semaines. Des femmes plus âgées qui avaient pris la difficile décision de privilégier leur bien-être au détriment des attentes familiales toxiques. J'ai accepté immédiatement. Ce soir-là, j'ai appelé pour la première fois en 3 jours. J'avais 78 appels manqués et 32 messages de texte. La plupart provenaient d'Elena et Marcelo, mais il y en avait aussi quelques-uns numérotés. Des inconnus, probablement des amis qu'ils avaient recrutés pour essayer de me retrouver. J'ai lu les messages par ordre chronologique, observant l'évolution de la panique de ma fille. Les premiers étaient encore empreints d'émotion. Maman, s'il te plaît, reviens. On a besoin de toi. Les enfants t'appellent. Ils sont progressivement devenus plus désespérés et se sont concentrés sur les problèmes financiers. La banque nous a convoqués pour une autre réunion. Ils disent que vous avez demandé un examen de la «Nous avons un contrat en garantie». Ils ne peuvent pas nous prendre notre maison à cause d'un malentendu. Au bout de 4 jours, les messages étaient devenus agressifs. C'est ridicule, maman. Tu gâches tout. Nos vies sont gâchées par une crise de colère. Comporte-toi en adulte et reviens. Et enfin, je suis désespérée. J'ai appelé tous les hôpitaux, la police, tes amis. Personne ne sait où tu es. Tu l'es. S'il t'arrive quoi que ce soit, ce sera de ma faute. Dis-moi juste que tu vas bien. C'était fascinant de voir comment... Elena ne s'est jamais sincèrement excusée d'avoir souhaité ma mort. À aucun moment, il n'a reconnu la cruauté de ses paroles, ni exprimé de remords. C'était réel. Tout tournait autour des conséquences négatives que mon absence avait eues sur elle. J'ai décidé de répondre à un dernier message. Je vais parfaitement bien, et je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Ce que vous vivez actuellement, ce sont les conséquences naturelles de vos actes. J'espère que cette expérience vous aidera à comprendre la valeur des personnes que vous aimez avant qu'il ne soit trop tard, avec les autres dans votre vie. La réponse est venue immédiatement. S'il te plaît, maman, on peut arranger ça. Je te promets que je ne dirai plus jamais de choses horribles. Reviens. J'ai écrit mon réponse définitive. Les promesses en l'air ne guérissent pas les cœurs brisés. Elena, les mots qui tu m'as dit, qu'ils avaient révélé ce que tu pensais vraiment de moi. Tu ne peux pas changer cette vérité avec des promesses désespérées. Après avoir envoyé ce message, j'ai bloqué son numéro et tous les numéros associés à Marcelo. J'ai également bloqué les numéros. Des inconnus l'avaient appelé. Il était temps de tourner la page une fois pour toutes. La semaine suivante, j'ai rencontré à nouveau M. Ferrer pour signer les documents qui me permettraient de résider définitivement en Espagne. J'ai également pris des dispositions pour transférer définitivement ma pension mexicaine et entamer le processus de vente de un appartement à Puerto Vallarta.
Êtes-vous sûr qu'il souhaite s'y installer définitivement? Demanda monsieur Ferrer. C'est une décision très importante. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de toute ma vie. Ai-je répondu en signant chaque document, d'une main ferme. Pour la première fois depuis des décennies, je prends des décisions en me basant sur dans mon propre bonheur et non dans les exigences des autres. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Dolores, ma chère voisine et complice. Sa voix était enjouée. Carmen, tu ne vas pas le croire. Elle a dit: Elena est venue chez moi hier, en pleurs hystériques. Elle m'a supplié de te dire de revenir, que ça avait été une éternité. Terrible malentendu. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit la vérité. Ce que je vous ai dit était impardonnable. Et si j'avais été à votre place, j'aurais disparu à jamais moi aussi. Tu aurais dû voir sa tête quand il a réalisé que même les voisins savaient à quel point il avait été cruel envers toi. Il a évoqué des problèmes financiers. Ah oui, il a dit que sans votre aide, ils ne peuvent pas rembourser leurs prêts hypothécaires, que la banque leur fait pression. Marcelo n'arrive pas à régler la situation financière, et les enfants ont besoin de fournitures scolaires. Ils ne peuvent pas payer. En fait, il n'a réalisé tout ce que j'avais fait pour eux que lorsqu'il a tout perdu. Exactement ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas moi qui lui manquais, mais bien moi. Elle joue le rôle de conseillère financière et de personne ressource. Dolores. Je lui ai demandé. Quand quelqu'un demandait l'heure de mes nouvelles, surtout à Elena. Je veux que vous disiez que je suis morte à leurs yeux, car d'une certaine manière c'est vrai. Carmen, qui s'était constamment sacrifiée pour une fille ingrate, est en fait morte le jour de son anniversaire. Je comprends parfaitement, répondit Dolores. Et vous savez quoi? Je pense que c'est la meilleure mort que j'aurais pu choisir. 3 semaines après mon arrivée en Espagne, ma nouvelle vie avait pris forme d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me suis inscrit à des cours de catalan 3 fois par semaine. J'ai commencé un cours de les cours d'aquarelle avec au lieu les mardis et jeudis, et j'y ai découvert un talent artistique insoupçonné. J'ai rejoint un groupe d'artistes, un club de lecture pour expatriés qui se réunissait le dimanche. Pour la première fois, en pendant des décennies, mon emploi du temps était rempli d'activités que j'avais choisies. Des activités qui m'ont procuré du plaisir et un épanouissement personnel, et non des obligations imposées par les besoins des autres. Par ailleurs, la transformation la plus surprenante fut financière. Sans les constantes, les exigences d'Elena ont fait que mes économies non seulement se maintenaient, mais augmentaient. Les investissements que j'avais réalisés, le travail effectué avec M. Ferrer portait déjà ses fruits, et, pour la première fois, je pouvais planifier mon avenir financier en me basant uniquement sur mes propres besoins. Ce mercredi d'avril, alors que je prenais mon café du matin sur le balcon ensoleillé de mon appartement, j'ai reçu un appel de c'était un numéro international que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité a été la plus forte. Elle a gagné, Madame Carmen Aguirre, demanda une voix féminine avec un accent mexicain. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Raquel Mendoza. Je suis assistante sociale. Je vous appelle du service des affaires familiales de Puerto Vallarta. Nous avons reçu une plainte concernant votre bien-être. J'ai eu un frisson. Une plainte. À propos de quoi? Quoi? Votre fille, Elena Aguirre, a déposé une plainte alléguant que vous pourriez être souffrant de démence ou de troubles cognitifs et ayant pris des décisions financières et de vie qui la mettent en danger risque. Selon elle, vous avez soudainement disparu et vous vivez dans des conditions dangereuses. Précaire à l'étranger, possiblement sous l'influence de tiers. Je n'en croyais pas mes oreilles. Elena était allée trop loin, impliquant les services sociaux, inventant une maladie mentale pour invalider les décisions et me forcer à agir. Je reviens. Mademoiselle Mendoza, ai-je répondu fermement. Je ne souffre ni de démence ni de troubles cognitifs. Sur le plan cognitif,
Je vis en Espagne de mon plein gré, dans un appartement confortable, et je bénéficie d'excellents soins médicaux et en parfaite santé mentale. Les allégations de ma fille sont totalement fausses. Je comprends votre position, Madame Aguirre, mais nous devons vérifier vos informations. Bien-être. Serait-il possible de coordonner une évaluation médicale et psychologique par le biais de un consulat mexicain en Espagne? Bien sûr, ai-je répondu sans hésiter. Je me soumets à toute évaluation qui prouve que je suis en parfaite santé mentale et que mes décisions étaient prises en toute lucidité. Après avoir coordonné les détails de l'évaluation, j'ai raccroché le téléphone avec un sentiment de soulagement, un mélange de colère et d'incrédulité. Elena avait franchi une limite sans le savoir. Retour. Non seulement il avait souhaité ma mort, mais maintenant, il essayait de détruire ma crédibilité mentale pour reprendre le contrôle de mon argent et de ma vie. J'ai immédiatement appelé mon avocat au Haut-Mexique, Monsieur Vargas, qui m'avait aidé dans toutes les procédures juridiques auparavant. Mon départ. Carmen m'a accueilli avec inquiétude. Je suis heureuse de l'entendre. Voix. J'ai passé une semaine très intéressante avec votre fille. J'imagine. Je viens de parler avec services sociaux. Elena m'accuse d'être atteinte de démence. Ce n'est pas tout. Monsieur Vargas soupira. Il a également engagé un autre avocat pour tenter de contester toutes les modifications légales que vous avez apportées avant votre départ. Il prétend que vous n'étiez pas dans votre état normal lorsque vous les avez signés. Pouvez-vous faire ça? Vous pouvez essayer, mais vous n'avez pas de base légale solide. J'ai les enregistrements de toutes nos conversations, où vous faites clairement preuve d'une lucidité totale. De plus, le fait qu'il ait méticuleusement planifié son départ et qu'il vive de manière indépendante en Espagne, cela contredit toute affirmation de déclin cognitif. Que fait-il d'autre? Il a tenté d'accéder à ses comptes bancaires, prétextant s'inquiéter pour son bien-être. Il voulait également perturber le fonctionnement de son établissement. Procédure de saisie immobilière. Mais comme tout est juridiquement protégé, et elle a elle-même signé des documents reconnaissant ses récentes difficultés financières, elle n'a aucun argument valable. C'était incroyable. Jusqu'où Elena était-elle prête à aller pour récupérer les avantages financiers qu'elle avait perdus? Monsieur Vargas, je vous demande de préparer une plainte en diffamation contre ma fille. Ces allégations à mon sujet sont mensongères. Mon état mental peut affecter ma réputation et mes droits légaux. Ce sera un plaisir, répondit-elle avec satisfaction. Après avoir vu comment il la traitait, je pense que il est temps qu'il réponde de ses actes devant la justice. 2 jours plus tard, je comparaissais devant le tribunal, consulat mexicain à Barcelone pour les évaluations médicales et psychologiques. Le médecin désigné, le docteur Torres, était un homme expérimenté qui a immédiatement compris la situation. Madame Aguirre, m'a-t-il dit après une évaluation approfondie de 3 heures. Non seulement elle est en parfaite santé mentale, mais les décisions qu'elle a prises témoignent de sa lucidité et de son courage. Admirable. Sa fille tente clairement de manipuler le système judiciaire pour récupérer les avantages financiers. Cela sera officiellement documenté. Absolument. J'enverrai un rapport détaillé aux services sociaux, expliquant que ces allégations sont infondées. Et vous menez une vie indépendante et saine en Espagne. Ce même après-midi, j'ai reçu un appel de l'assistante sociale. Monsieur Aguirre, nous avons reçu le rapport médical du consulat. Il est clair que les allégations de sa fille sont infondées. Nous allons classer l'affaire et en informer Elena que leurs plaintes ont été jugées non fondées. Merci, ai-je répondu. Cela restera-t-il ainsi? Enregistré d'une manière ou d'une autre? Oui. Il sera documenté qu'elle l'a fait. Une fausse accusation concernant le bien-être d'un membre de la famille, qui peut avoir des conséquences juridiques si elle se répète. Parfait. Elena a non seulement échoué dans sa tentative de discréditer mes décisions, mais maintenant, j'avais un casier judiciaire pour fausses déclarations.
Ce soir-là, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais décidé de faire. Reporter. Je rédige un compte rendu détaillé de mon expérience, non pas pour Elena, mais pour d'autres femmes qui pourraient s'en vivre des situations similaires de manipulation et de violence émotionnelle de la part d'enfants adultes. J'ai écrit pendant 4 heures, documentant chaque sacrifice que j'avais fait, chaque. J'ai intitulé le texte La manipulation que j'ai subie et chaque étape que j'ai franchie pour reconquérir sa dignité et ma vie. Quand l'amour maternel se transforme en autodestruction, mon histoire de libération à 74 ans. J'ai envoyé le texte à un blog que j'avais découvert, spécialisé dans les histoires de femmes âgées qui avaient pu trouver le courage de changer radicalement de vie. Une semaine plus tard, j'ai reçu une réponse. Carmen, une fervente admiratrice de la rédactrice, a écrit Son histoire est puissante et inspirante. Nous avons reçu des centaines de commentaires de femmes qui se sont totalement reconnues en elle. J'ai de l'expérience. Je serai disposée à participer à une interview vidéo pour notre chaîne. J'ai accepté immédiatement la proposition de YouTube. Il était temps de mettre mon expérience à profit. À d'autres femmes prises au piège de dynamiques familiales toxiques. L'interview a été publiée il y a 2 semaines. Puis, le message est rapidement devenu viral. Des milliers de femmes ont partagé leur histoire, semblables à des enfants devenus adultes qui les ont manipulés et exploités émotionnellement, financièrement. Les commentaires dressaient un catalogue de souffrances et de reconnaissance. Mon fils de 37 ans vit chez moi, ne paie pas de loyer et m'insulte quand il... Je lui demande de trouver un travail, a écrit une femme. Ma fille ne m'appelle que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Il a de l'argent pour partir en vacances, mais il n'a jamais le temps de venir me voir quand je suis malade, a confié une autre personne. Je pensais que c'était la seule mère qui se sentait utilisée par ses propres enfants, a confié une troisième. Mais le plus choquant est arrivé 1 semaine après la publication de l'interview. J'ai reçu un courriel. Je l'ai immédiatement reconnu à une adresse. C'était celle de Marcelo, la mienne. Carmen a écrit J'ai vu votre interview sur YouTube. Je tiens à ce que vous sachiez que je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qu'Elena a dit est impardonnable et la façon dont il t'a traité pendant des années est inacceptable. J'ai été témoin de ces manipulations et, avant, je le faisais. Mais je n'ai jamais eu le courage de l'affronter, car nous étions tellement dépendants de votre aide financière. Il a poursuivi Je tiens à ce que vous sachiez que les jumeaux vous manquent beaucoup et ne comprennent pas pourquoi vous ne venez plus les voir. Elena leur a dit que tu étais malade et que tu ne pouvais pas leur rendre visite, mais je pense qu'ils méritent de connaître la vérité quand ils seront plus âgés. Le courriel s'est terminé. Je sais qu'il est probablement trop tard pour des excuses, mais je voulais que vous le sachiez. Au moins une personne de cette famille reconnaît tous les sacrifices que tu as faits pour nous. J'espère que tu es heureuse dans ta une nouvelle vie. J'ai lu le courriel 3 fois avant de décider comment y répondre. Finalement, j'ai écrit Marcelo, j'apprécie votre honnêteté, mais les excuses. Les actions tardives ne réparent pas les dégâts causés. J'espère que cette expérience vous aidera à être un meilleur mari et un meilleur père, et qu'il apprenez à vos enfants à chérir les personnes qui les aiment avant qu'il ne soit trop tard. C'était la première fois que un membre de ma famille a publiquement reconnu les sévices que j'avais subis. Cela n'a pas changé ma décision de garder mes distances, mais cela m'a apporté la validation dont j'avais besoin. Des années. Ma nouvelle vie en Espagne s'est épanouie de manière inimaginable. J'avais de vrais amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais et non pour ce que je pouvais leur apporter. J'ai redécouvert des loisirs et des passions. J'avais la tranquillité d'esprit et la stabilité financière. Et surtout, j'avais dignité. 6 mois après mon arrivée en Espagne, ma vie avait pris une forme qui,
Je n'aurais jamais imaginé que ce soit possible. C'était un matin ensoleillé de printemps quand j'ai reçu un appel qui m'annonçait la nouvelle. Tout allait de nouveau changer. C'était Dolores, ma chère voisine et complice au Mexique. Carmen dit d'une voix animée: Vous devez entendre ça. Elena a perdu sa maison. Mon cœur s'est arrêté un instant. Malgré tout, une partie de moi. Il s'inquiétait pour le bien-être de mes petits-enfants. Que s'est-il passé exactement? Ai-je demandé. La banque a saisi le bien hypothécaire la semaine dernière. Marcelo n'a pas pu récupérer l'argent qu'il a perdu. Il a perdu. Ils ont accumulé 3 retards de paiement supplémentaires. Et comme c'est vous qui avez fait valoir vos droits, en vertu de ces droits légaux, la banque a entamé la procédure de saisie. Elena est venue me voir hier. Elle pleurait à chaudes larmes. Les enfants vont bien. Ils ont déménagé dans un appartement, petite de l'autre côté de la ville. Marcelo a finalement trouvé un emploi stable dans une entreprise de tourisme. Je gagne beaucoup moins qu'avant, mais au moins c'est une certitude. Elena a également dû retourner travailler à la clinique, non plus en tant que propriétaire, mais en tant qu'employée. Le mélange de sentiments que j'ai éprouvés était étrange. Je ne ressentais aucune joie face à leur souffrance, mais un profond sens de la justice. Pour la première fois de leur vie, Elena et Marcelo et sa femme vivaient avec les conséquences réelles de leurs décisions, sans que personne ne vienne les secourir. Y a-t-il autre chose? Poursuivit Dolores. Elena m'a demandé si je savais comment vous contacter. Il a dit qu'il voulait sincèrement s'excuser, qu'il comprenait enfin tout ce qu'il avait perdu en te perdant. Vous. Et que lui avez-vous répondu? J'ai dit que certaines blessures sont de trop. Des mots profonds pour guérir et qui ne seront jamais des malheurs. J'ai aussi dit que tu t'épanouisses dans ta nouvelle vie et que c'était probablement mieux pour vous deux si elle n'essayait pas. Je vous ai contacté. Dolores avait raison. Au cours de ces 6 mois, j'avais bâti une paix intérieure que je ne voulais pas risquer pour de vaines promesses de la part d'une fille qui a prouvé à maintes reprises qu'il ne m'accordait de l'importance que lorsqu'il avait besoin de moi. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel inattendu. De la part de monsieur Vargas. Carmen, j'ai des nouvelles intéressantes. Il a dit: La maison d'Elena a été vendue par la banque, et comme vous étiez le garant, vous avez le droit de récupérer leur investissement initial de 1,8 million de pesos, plus le intérêt couru. Quel est le montant total? 2,1 million de pesos. La banque a déjà... Le virement a été approuvé. L'argent sera disponible sur votre compte espagnol la semaine prochaine. C'était incroyable. Non seulement j'avais récupéré mon investissement initial, mais j'avais même gagné un montant supplémentaire. 300 000 pesos. Une somme qui aurait été perdue à jamais si j'étais restée mère éternellement. Sacrifiée. Il y a autre chose aussi, a poursuivi M. Vargas. Son appartement à Puerto Vallarta a finalement été vendu. Après déduction des commissions et des frais, la valeur, le montant net s'élève à 820 000 euros. Au total, près de 3 millions d'euros ont été perçus. Des pesos d'actifs que j'avais considérés comme perdus. Avec mes économies existantes et grâce aux investissements que j'ai réalisés en Espagne, mon patrimoine net dépasse désormais les 5 millions de pesos. À 74 ans, j'étais plus riche que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Ce soir-là, j'ai fêté ça. Dans mon restaurant préféré, sur la Plaza Real, j'ai commandé le meilleur cabaret espagnol et j'ai porté un toast à la femme courageuse qui a eu le courage de recommencer à zéro alors que tout semblait perdu. Pendant mon dîner, j'ai repensé à tout le voyage. J'avais commencé ce périple en tant que mère brisée et humiliée, dévastée, à cause des paroles cruelles d'une fille ingrate. Mais maintenant, elle était une femme indépendante, financièrement stable, entourée d'amis sincères et vivant la vie dont j'ai toujours rêvé. Le lendemain,
j'ai décidé de faire quelque chose que j'envisageais depuis des semaines. Écrire un livre entier sur mon expérience. Pas seulement mon histoire, mais un guide pratique pour les femmes âgées prises au piège de relations familiales toxiques. J'ai contacté une maison d'édition espagnole spécialisée dans les livres de développement personnel. L'éditeur, une femme nommée Montserrat, s'est immédiatement montrée intéressée. Carmen, m'a-t-elle dit lors de cette rencontre, son histoire aborde un thème qui touche des millions de femmes, mais qui est rarement discuté ouvertement. Les violences psychologiques commises par des enfants adultes constituent un problème épidémique qui doit être pris en charge. Exposé. J'ai passé les 3 mois suivants à écrire Quand l'amour fait mal, me libérant ainsi de la violence émotionnelle. La famille, après 70 ans. Le livre documente non seulement mon expérience personnelle, mais aussi stratégies pratiques pour reconnaître la manipulation, établir des limites saines et trouver le courage de prioriser votre propre bien-être. Le livre a été publié 8 mois plus tard et il est devenu un best-seller dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine. Les lettres que j'ai reçues des lecteurs étaient extraordinaires. Des femmes du monde entier m'ont écrit pour me dire à quel point mon histoire leur avait été utile. Le courage d'opérer des changements radicaux dans leur propre vie. J'ai lu votre livre et j'ai finalement compris que je ne suis pas une mauvaise mère pour avoir refusé de continuer à financer l'irresponsabilité de mon fils de 42 ans. Année, a écrit Martha du Chili. Votre histoire m'a aidé à comprendre cet amour. La vérité véritable n'exige pas l'autodestruction, a affirmé Thérèse du Portugal. Après avoir lu votre livre, j'ai vendu ma grande maison et j'ai emménagé dans un petit appartement que je peux me permettre sans dépendre de personne. Grâce à l'aide de mes enfants, je dors paisiblement pour la première fois depuis des années, a raconté Sophia, d'Argentine. Mais la lettre qui m'a le plus touchée est arrivée 1 an après la publication de livre. Il s'agissait d'une jeune mère nommée Paula. Madame Aguirre a écrit J'ai 32 ans et une mère de 67 ans qui a sacrifié toute sa vie pour moi et mes frères et sœurs. Après avoir lu votre livre, j'ai réalisé que nous la traitons exactement comme Elena vous a traité, votre histoire. Cela m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre que je répétais un schéma toxique. Cela pourrait détruire définitivement ma relation avec ma mère. Hier, j'ai appelé ma mère et elle... Je me suis excusée de l'avoir considérée comme acquise pendant toutes ces années. Je lui ai aussi dit que je voulais l'aider à réaliser ses rêves, au lieu de m'attendre à ce qu'il soit toujours disponible pour moi. Merci de m'avoir aidé à comprendre cela auparavant. Il était trop tard. Cette lettre m'a fait pleurer de joie. Mon chagrin s'était apaisé, a permis d'éviter à d'autres familles de subir le même traumatisme. 2 ans après mon arrivée en Espagne, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. L'écriture sur l'enveloppe m'était familière, mais je n'ai pas pu l'identifier immédiatement. Quand je l'ai ouvert, mon cœur s'est emballé. C'était de la part de mes petits-enfants, qui ont maintenant 13 ans. Chère grand-mère Carmen, écrivirent-ils de leur écriture d'adolescent. Papa nous a dit la vérité sur les raisons de ton départ. Il a dit que maman t'avait dit des choses très cruelles et que c'est pour ça que tu as décidé de tout recommencer. Une nouvelle vie loin de nous. Nous voulons que tu saches que tu nous manques énormément et que nous comprenions pourquoi tu l'étais. Nous voulons aussi que tu saches que nous sommes fiers de ton courage. Quand nous serons grands, nous, je souhaiterais vous rendre visite en Espagne, si vous souhaitez nous recevoir. La lettre contenait des dessins qui avaient Je vivais heureuse dans les rues de Barcelone. J'ai pleuré pendant 1 heure après avoir lu ça. Lettre, non par tristesse, mais par compréhension que ma décision de préserver ma dignité avait été la bonne. Oui, même si cela signifiait prendre mes distances avec les gens que j'aimais, j'ai décidé de leur répondre.
Mes chers petits-enfants, ai-je écrit, leur. Ces mots sont le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis des années. Je t'aime profondément et je t'aimerai toujours inconditionnellement. La distance n'a pas d'importance. Quand ils seront plus âgés et pourront prendre leurs propres décisions, les portes de mon cœur et ma maison vous seront toujours ouvertes. D'ici là, je tiens à ce que vous sachiez que grand-mère vit une vie pleine et heureuse, entourée de beauté et de paix. Chérissez cet amour. Ils compatissent avec moi, mais ils tirent aussi des leçons de cette expérience. Les mots ont le pouvoir de construire ou détruire, et les relations sont fondées sur le respect mutuel, non sur la force. Sacrifice unilatéral. Je t'aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, 3 ans après cet anniversaire terrible qui a changé ma vie à jamais, je suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement à Barcelone, que j'ai acheté avec mon propre argent, avec vue sur la mer Méditerranée. Au moment où j'écris les dernières lignes de mon histoire, j'ai 77 ans et une fortune de plus de 6 millions. Des millions de pesos, un livre à succès traduit en 8 langues, des amis chers du monde entier et la paix. Un intérieur que je ne pensais jamais revoir. Elena me l'avait demandé comme cadeau d'anniversaire, qu'elle voulait que je disparaisse de sa vie. J'ai exaucé son vœu de la manière la plus extraordinaire qui soit. Ce qu'elle. Ce qu'elle n'avait jamais prévu, c'est qu'en me perdant, elle perdait non seulement une mère qui l'aimait inconditionnellement, mais aussi à la personne qui a assuré la stabilité de sa situation financière pendant des décennies. La semaine dernière, j'ai reçu un courriel d'Elena, le premier contact direct après 3 ans. Maman, j'ai écrit, j'ai lu votre livre. Je n'aurais jamais imaginé à quel point je vous ai blessé, à quel point tu t'es sacrifié pour moi. Je t'ai tellement tenu pour acquis toute ma vie. Je ne sais pas. Je te demande de revenir ou de me pardonner. Je veux simplement que tu saches que j'ai enfin compris ce que tu essayais de m'apprendre, même si c'était le chemin le plus difficile. J'espère que tu es heureuse dans ta nouvelle vie parce que tu mérites tout le bonheur du monde. Je n'ai pas répondu à l'email. Certains ponts, une fois incendiés, ne peuvent être reconstruits. Mais j'ai gardé ces paroles dans mon cœur, non comme une victoire, mais comme la confirmation que toute douleur peut s'apaiser. Finalement, cela se transformera en sagesse. Ma disparition fut mon cadeau pour elle. Ma nouvelle vie était un cadeau que je me suis fait, et elle valait chaque larme, chaque sacrifice, chaque instant de douleur qui m'a amené ici. Parce que parfois, le seul moyen de être sauvé, c'est avoir le courage de se perdre totalement pour renaître en tant que la personne que l'on était destiné à être. Être. Mesdames et messieurs, chers amis, notre histoire touche à sa fin, mais j'espère que son écho continuera de résonner doucement dans vos cœurs. Si ce récit a su toucher votre âme ou raviver en vous un souvenir précieux, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne afin que nous puissions partager de nouveaux moments ensemble lors de nos prochaines rencontres. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à prendre un court instant pour laisser un commentaire. Cela peut être une leçon que vous en avez tirée, ou simplement un vœu de paix et de sérénité pour vous-même, ainsi que pour tous ceux qui partagent cette écoute avec nous. Car chaque parole bienveillante inscrite ici est comme une graine de bonheur que nous semons ensemble dans le jardin de la vie. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidèle compagnie. Je vous souhaite une douce nuit, une journée remplie de joie